Martinez, une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit, à cette mobilisation des fonctionnaires. Alors écoutez, pour Solidaire, il y a aussi dans le paysage cette grève. Nous y travaillons. Nous porterons ce mandat-là demain lors de l'intersyndicale fonction publique. Il est indispensable aujourd'hui que le ministre entende ce que les agents lui disent. Ça n'est plus possible comme le disait Christian Grolier de FO, ça n'est plus possible de remercier systématiquement les agentes et les agents publics, de compter sur eux pour faire tenir le pays quand il y a des crises, quand il y a des événements particuliers. Et puis, systématiquement, après, de dire ah ben non, mais désolé, il n'y a plus d'argent pour vous. On n'a pas, en tant qu'agent public, on n'a pas à s'excuser ni à remercier d'être payé correctement et de vouloir vivre correctement du travail que l'on effectue. Donc, pour Solidaire, tout comme pour la CGT et pour FO, l'heure est à la mobilisation, l'heure est à la construction d'une journée de grève pour commencer et ensuite on verra quelle sera la position du ministre. Par ailleurs, le ministre dit on va parler conditions de travail. Pour nous, c'est pas du donnant-donnant, c'est pas 3 jours de carence contre parler des conditions de travail. Par ailleurs, les conditions de travail, ça ne se négocie pas, ça s'impose. On ne peut pas mettre en jeu la santé et la sécurité des personnels, des agents publics. L'État doit être exemplaire. Donc, on applique et on fait le plus possible en conditions de travail, mais ce n'est pas contre des jours de carence. Alors en fait, vous parlez de la carence, il faut voir pourquoi ça vient sur la table. C'est pas, on ne prend pas le constat, il y a plus de jours de carence. En fait, il faut s'intéresser à pourquoi est-ce que les agents sont absents, pourquoi est-ce qu'ils sont malades, et pas absentéistes comme le dit le ministre, puisque ce n'est absolument pas la même chose, et les mots ont un sens. Alors, les conditions de travail dans la fonction publique, elles se sont dégradées très fortement, du fait de l'austérité, du fait qu'on a de moins en moins les moyens humains et matériels dans la fonction publique de fonctionner correctement. Je ne ferai pas une grosse explication de ce qu'il y a notamment dans la fonction publique hospitalière, puisque tout le monde voit bien dans quel état est l'hôpital public aujourd'hui. Par ailleurs, les jours de maladie ont augmenté, notamment aussi parce qu'il y a eu le Covid, et que dans l'hospitalière, qui fait partie des gros secteurs de la fonction publique, on ne peut pas dire qu'on ait tout fait pour protéger les agents publics. Je rappellerai que les agents publics, notamment dans la santé, sont partis sans masque ou avec des masques périmés, sont allés au travail avec des blouses qui étaient des sacs poubelles qu'ils se faisaient eux-mêmes. Ça, il faut aussi se le redire. Deux dernières choses plutôt. La prise en charge par les complémentaires qui est possible dans le privé, elle n'est pas possible dans le public. Pourquoi ? Parce que c'est prévu expressément, c'est expressément interdit dans le cadre de ce qui a été négocié pour la protection sociale complémentaire. Donc, là, effectivement, on a 70% des salariés du privé qui sont couverts sur ces jours de carence. Et dans la fonction publique, cela n'arrivera pas puisque c'est interdit. Et la dernière chose, c'est qu'il faut trouver de l'argent aujourd'hui pour payer la dette, pour trouver de l'argent pour tout ce qui a été distribué sans condition aux entreprises. Donc aujourd'hui, on se dit, les agents publics, c'est la bonne poire. Alors, écoutez, je pense que la fonction publique a beaucoup donné depuis bien longtemps. Est-ce qu'il faut rappeler que les salaires des fonctionnaires ont été gelés pendant plus de 10 ans, qu'ils nous ont eu de très faibles revalorisations en 2022 et 2023. Les salaires des fonctionnaires ont été moins augmentés que dans le secteur privé. Par ailleurs, des coupes budgétaires, il y en a déjà énormément. Donc je pense que la question n'est pas à savoir est-ce que la fonction publique participe à l'effort général ? Manifestement, oui. Mais par contre, il y a effectivement, vous le disiez, il y a effectivement des endroits où on a distribué des aides publiques aux entreprises qui ont fait des bénéfices et qui aujourd'hui licencient, sans aucune conditionnalité, ni sur l'emploi, ni sur les salaires, ni sur quoi que ce soit d'autre. Où est cet argent et à quoi a-t-il servi ? Mais là, on entendait là qu'il y a une journée de grève qui est annoncée, puis après, possiblement, une grève reconductible qui pourrait aller jusqu'à la période de Noël. Comment ce serait perçu, ça ?
Alors écoutez, Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là? Avant d'en arriver à ça, il y a donc la journée du 21 novembre pour la SNCF. Cela fait longtemps, hein, effectivement, ça fait 1 an et demi que les discussions ont commencé. C'est un véritable gâchis social et environnemental, hein, cette histoire de fret SNCF. Aujourd'hui, il y a 500 à 600 cheminots qui ne savent pas au 1er janvier où ils seront exactement, avec quel statut, quel travail ils effectueront exactement. Par ailleurs, effectivement, jusqu'à présent, le fret SNCF, ça coûte plus cher que de transporter par la route. On sait aujourd'hui, et on voit bien, on n'a pas besoin de faire un grand état des lieux, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Espagne très récemment. Oui, mais là justement, vous dites que ça concerne le fret. Mais là, ça va être les gens qui vont possiblement partir en vacances, retrouver leur famille, qui vont être concernés par la grève. Donc, le fret, c'est vraiment le bon moyen. Alors, le fret, c'est la première chose. Il y a par ailleurs la privatisation des TER, des Transiliens et des Intercités, qui est aussi en cause, plus d'autres choses par ailleurs, mais on va dire que c'est les 2 plus gros projets. Il y a le 21, ça laisse du temps ensuite pour la négociation. Et si les cheminots n'obtiennent pas, ou en tout cas la négociation n'aboutit pas, eh bien les cheminots ont déposé un préavis de grève à partir du 11 décembre. Je voudrais juste rebondir sur une des phrases que vous avez dites, c'est que vous dites que certains ne sont pas ravis des opérateurs privés puisque ça n'est pas rentable. Et en fait, c'est vraiment ça la question. C'est-à-dire que le service public, il est toujours là pour assumer quand ça n'est pas rentable et on le lui reproche. Et en fait, on ne lâche au privé que ce qui rapporte de l'argent. Et c'est la véritable... c'est en général, et quand après, vous le dites vous-même, hein, les opérateurs publics et privés, quand ça ne rapporte pas d'argent, ça leur pose un souci. C'est la véritable question qu'il y a dans les privatisations. Le service public, il est là pour l'ensemble de la population, pour redistribuer, réduire les inégalités, être là au service de toutes et tous, et il n'est pas là pour être rentable. Il est là pour assurer un service public. Alors, le gouvernement, c'est un peu quand il veut, hein, qui donne l'excuse de l'écologie. Hein. Nous, on considère qu'aujourd'hui, on est au pied du mur au niveau écologique et au niveau environnemental. Très clairement, on le voit bien. Le climat brûle ou alors... la maison brûle. La maison brûle, si vous le voulez. Ou en tout cas, c'est des inondations. À un moment donné, on ne peut pas juste se dire on va essayer de faire et d'anticiper comment ça sera quand on sera à plus 3 degrés. On voit bien qu'on ne pourra pas échapper à prendre des mesures bien plus radicales pour inverser la tendance au niveau climatique. Alors vous parlez, Martinez, vu ce qu'on vient de dire du contexte social et économique, est-ce qu'il faut se préparer à un hiver comme en 1995 avec des grèves massives dans les prochaines semaines ? Alors écoutez, l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, les licenciements, les annonces de licenciements se multiplient. Hein. On est déjà pour cette semaine, en gros, à plus de 3500 personnes. Donc c'est absolument énorme. On sait que c'est environ 150 000 emplois qui sont menacés. Alors par ailleurs, quand on dit 3500 emplois cette semaine chez Auchan et Michelin, c'est les emplois mêmes. Puis il y a aussi tous les emplois en lien avec les sous-traitants et tous les emplois indirects, induits de tout le tissu économique et social direct. Voilà. Donc ça va être effectivement particulièrement compliqué. On a vu par exemple Michelin à Cholet ont mis en grève pour exiger pour défendre leur outil de travail et leurs emplois. C'est extrêmement violent d'apprendre comme ça sur un coin de table très rapidement que dans quelques mois, il n'y aura plus rien. Donc effectivement, oui, les attaques vont tous azimuts, de tous côtés. Donc les réponses, forcément, iront aussi de tous côtés. Alors, je vous rappelle qu'il y a un QR code qui s'affiche en haut de votre écran. Vous nous avez envoyé vos questions et vous pouvez continuer à le faire. Séverine Larouille nous a rejoint en plateau pour transmettre vos questions à nos invités, à nos experts. Sur France Info, on vous répond. Bonjour Séverine. Bonjour Fanny. On commence avec la question de HBB. Alors, vous en parliez justement de la convergence éventuelle des mouvements sociaux. Est-ce qu'une grève générale est envisagée, demande HBB. L'éducation nationale sera-t-elle impactée par toutes ces grèves sur l'éducation nationale peut-être ? Alors,
Alors, écoutez, la grève fonction publique, voilà, il n'y a pas trop de mystère sur le fait que plusieurs organisations y appelleront dans les toutes prochaines semaines. Donc, elle concernera effectivement, notamment l'éducation nationale, qui compte plus d'1 million d'agents sur les 5 millions et quelques de la fonction publique. Donc oui, l'éducation nationale sera concernée. Et faut-il dire aussi que aller dans un établissement scolaire quand on est malade, quand on est enseignante ou enseignant, c'est aussi contaminer beaucoup d'élèves. Et je ne suis pas certaine que cela fera extrêmement plaisir aux parents de récupérer leurs enfants avec des épidémies de grippe, de Covid. Vous faites référence au jour de carence. Tout à fait. Voilà. Alors qu'il est malade. Est-ce qu'on connaîtra quand connaîtra-t-on la décision pour cette grève potentielle à l'éducation nationale? C'est quand? Alors l'intersyndicale fonction publique se réunit demain en fin d'après-midi. Et il est assez probable que une date soit connue à la fin de cette réunion, et elle concernera l'ensemble des 5,5 millions de fonctionnaires. Alors Antonio, lui, il s'étonne. Il dit actuellement l'âge légal de départ à la retraite à la SNCF s'échelonne entre 52 et 57 ans selon le poste occupé, et on fait grève pour les journées de carence, Franck Morel. Alors, il y a deux choses différentes, parce que les journées de carence dont on parle, c'est les journées de carence dans la fonction publique. Et là, ce qui est évoqué dans la question, c'est l'âge de départ à la retraite à la SNCF. Ceci étant, l'étonnement, on va dire, manifesté par la question, je le comprends, parce qu'effectivement, on est dans une situation où on voit bien que pour financer notre modèle social, il faudra travailler plus. Beaucoup d'experts le disent, et ont raison de le dire. Les données démographiques sont implacables sur le sujet. Non seulement les données démographiques, mais les données de mesure également de la réalité du temps travaillé en France comparativement à nos voisins étrangers. On a par exemple les salariés français à temps plein sont ceux dont la durée annuelle est la plus faible des pays de l'OCDE. Et donc, on voit bien qu'effectivement, de plus en plus, la question va se poser. Il y a eu un débat il y a quelques jours sur le jour férié, sur le mode de ce qui avait été fait en 2004 par Jean-Pierre Raffarin. Et donc le débat, effectivement, prend place dans ce contexte-là. Mais je crois qu'il faut dire la vérité aux Français, et il faut leur dire qu'effectivement, on ne pourra pas financer durablement notre modèle social si d'une manière ou d'une autre, et les modalités, évidemment, il faudra les examiner, d'une manière ou d'une autre, on ne travaille pas plus longtemps. Une réponse à la question d'Antonio, elle sous-entend qu'il y aurait des régimes différents, il y en a, mais des privilèges. Alors, il n'y a pas de privilégiés, il y a des situations qui sont différentes. Je voulais juste revenir sur le fait que il faudra partir plus tard, revenir quand même sur le fait que l'âge de départ en bonne santé, il est de plus en... Enfin, il recule. Au lieu d'aller vers du mieux, il va vers du moins bien. Et que par ailleurs, on veut faire porter systématiquement sur les travailleurs et les travailleuses, qu'ils soient du public ou du privé, mais on a aussi d'autres solutions. Allons enfin traquer la fraude fiscale, plus de 100 milliards. On voit bien que aujourd'hui, on va réduire de 500 emplois le nombre de personnes à la Direction générale des finances publiques. Allons plutôt traquer cette fraude-là. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, les aides aux entreprises, on a distribué massivement aux entreprises sans aucune conditionnalité, ni sur l'emploi, ni sur les salaires, ça n'est pas à l'État aujourd'hui et ça n'est pas au compte public et donc à notre argent à tous de payer les dividendes des entreprises. Et ce sujet des jours de carence, il fait débat, il fait beaucoup réagir sur notre tablette. Myriam, elle dit je suis infirmière à l'hôpital et quand je suis malade, il y aura des jours de carence. Mais quand je travaille pour remplacer mes collègues malades sur mes jours de congé, alors est-ce qu'il y aura une prime d'ultra-présence, Franck Morel ? Ce sera à mettre en place ? Alors, vous avez des primes qui peuvent exister dans certains types d'activités et qui peuvent être liées à la présence. Ça existe dans un certain nombre d'entreprises. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en a dans le secteur des hôpitaux privés, mais dans certains secteurs d'activité, ça fait partie précisément parfois des négociations. On évoquait tout à l'heure l'équilibre des négociations qui prévaut justement à la signature des conventions collectives et des accords qui sont applicables. On a parfois ce type de mécanisme. Mais c'est un ensemble, si vous voulez. C'est un ensemble et la carence
est un des éléments de l'ensemble qui doit être pris en considération. Et encore une fois, vous avez eu des études qui ont été faites, qui ont été mises sur la table sur ce que produisait le jour de carence, qui montrent que la mise en place de mécanismes de carence a produit des effets positifs en termes de réduction du nombre de jours d'absence. Donc c'est un levier, c'est pas le seul, mais c'est un levier parmi d'autres. Gaëlle Martinez, vous seriez prête à accepter ces jours de carence s'il y avait des primes d'ultra-présence, par exemple ? Alors, je pense que tout le monde a bien compris que le but, c'est de faire des économies, c'est pas de ressortir de l'argent, et que par ailleurs, ce serait bien de ne pas faire des économies sur la santé des agentes et des agents publics. Là, il s'agit d'une infirmière, si j'ai bien retenu. Oui, Myriam, elle est infirmière. Voilà, je pense que ça n'est, et on pense à Solidaire, que ça n'est pas forcément l'idée la plus judicieuse d'envoyer pendant 3 jours, en tout cas pas de les envoyer, mais en tout cas que les gens, les personnes soient obligées de faire ce choix-là, puisque, comme le disait Christian Grolier, c'est environ 300 € et que certains ne peuvent pas financièrement se passer de cet argent-là, et d'envoyer des gens malades dans des hôpitaux pour soigner des gens qui sont déjà vulnérables et malades, je ne pense pas que sanitairement ce soit la meilleure idée qu'on puisse avoir. Franck Morel, RRH, il nous demande, vous avez commencé à ébaucher la réponse, en quoi la journée de carence va-t-elle baisser le taux d'absentéisme ? Cette mesure ne va-t-elle pas fragiliser encore plus des agents publics qui sont, pour la majorité, dans une situation de précarité ? C'est pas ce qu'a montré l'étude qui a été faite sur l'éducation nationale, précisément, sur ce qu'a occasionné le jour de carence qui a été mis en place il y a quelques années et qui a montré qu'il y avait eu une baisse du nombre de jours d'absence. Alors après, sur la question des épidémies et la question du soi-disant impact en termes d'épidémie qu'aurait le fait de venir au travail en étant malade, mais si tel était le cas, on verrait une différence précisément entre les différents secteurs d'activité selon le nombre de jours de carence en termes d'épidémie et en termes de maladie. J'ai pas le sentiment, j'ai vu aucune étude sur le sujet, donc j'ai pas le sentiment que cet argument-là ait été objectivé et donné lieu à quelque chose de véritablement mesuré. Je crois qu'il faut en revenir aux faits, et les faits, c'est que le système d'indemnisation tel qu'il existe peut avoir un impact sur le niveau du nombre de jours d'absence. Ça a été vu aussi en Italie. Il y a quelques années, en Italie, vous avez eu un nouveau système d'indemnisation qui a été mis en place, je crois, en 2018, et des mesures ont été faites à la suite de ce nouveau système d'indemnisation qui ont montré qu'effectivement, ça avait eu un impact sur le nombre de jours d'absence. Donc c'est un fait. Question de Nicolas qui s'étonne, lui, il demande pourquoi poser un préavis de grève avant de connaître l'issue des négociations, Gaëlle Martinez. Alors c'est ce qu'on appelle le rapport de force, et que à partir du moment où le bras de fer, si vous préférez, si on veut à un moment donné mettre effectivement un petit peu de pression sur le ministre, c'est aussi lui dire que voilà, on n'arrive pas juste les mains dans les poches, on arrive effectivement avec un préavis pour obtenir satisfaction. Marie-Ali, pour les transports, oui. Je pense que là, pour le coup, on a des études qui montrent que les populations ayant fait des grèves ont obtenu plus d'augmentation que les populations qui n'ont pas fait de grève. Donc, il y a un effet qu'on peut appeler accoutumance, sinon on peut parler effectivement des études, des corrélations qui existent. Vous faites grève, vous obtenez des augmentations supérieures. Oui, puis le principe même du préavis, c'est justement le fait de laisser un temps pour laisser se déployer un temps de dialogue et un temps de discussion. À la négociation. Donc évidemment, le préavis en soi est quelque chose plutôt de structurellement intéressant parce que c'est ce qui va permettre de laisser une chance à la négociation. Après, toute la question est de savoir si les parties en présence ne savent pas dès l'origine que leurs positions sont tellement antagonistes qu'il n'y aura pas de possibilité de trouver une voie de passage. Mais dans un certain nombre de cas, le fait d'avoir le temps du préavis permet effectivement, sinon de déboucher sur un accord, au moins peut-être de réduire un certain nombre de différences et d'avancer en tout état de cause. Gaëlle Martinez. Oui, et par ailleurs, il faut préciser que juridiquement, à partir du moment où il y a dépôt d'un préavis de grève, le ministre est dans l'obligation d'ouvrir des négociations sur les sujets qui font l'objet de ce préavis de grève. Voilà, au-delà du fait que l'outil des salariés, quel qu'il soit, dans le public... C'est une manière de poser le sujet sur la table. Voilà. Et puis, je voudrais rajouter un truc aussi alors, c'est pas le préavis collectif, mais vous avez, depuis les lois sur le service minimum dans les transports, le fait de savoir à l'avance qui va être gréviste, qui ne va pas être gréviste, permet aussi d'organiser un service minimum. Donc ça fait partie aussi des éléments dont la connaissance est indispensable. Sur le moyen de la... Gaëlle Martinez, je voulais juste réagir d'un mot. Et par ailleurs, sur la fonction publique, puisque c'est le sujet là, la colère est très forte. Voilà, il y a les jours de carence qui est une sorte de paroxysme voilà, mais on a depuis des mois et des mois, voire plus, un climat qui est extrêmement conflictuel, avec un projet de loi
où même si effectivement M. Kasbarian a lâché sur une petite chose, il y a beaucoup d'autres choses qui posent extrêmement problème, qu'il y a le jet du point d'indice, qu'il y a eu la fin de la garantie individuelle pouvoir d'achat qui permettait un tout petit peu, qui était un petit pansement sur une jambe de bois, mais qui permettait d'aligner les salaires. Voilà, que ce soit un petit peu moins pire. Il y a eu le fait que pour les plus bas indices de la fonction publique, pour ne pas être en dessous du SMIC, on leur a ajouté 0,06 € par mois. Si ça n'est pas plus que petit, voilà, ça a fait monter la grogne dans la fonction publique. Donc nous avons cette demande de dépôt et de faire une grève pour montrer notre désaccord. Alors sur le moyen de la grève, le moyen employé par les syndicats et par la fonction publique, Clem, ils se demandent, les grèves sont-elles vraiment la façon de répondre à l'urgence de la situation budgétaire, Franck Morel? La réponse est dans la question. Je pense que d'ailleurs la grève n'est pas une réponse à la situation budgétaire dans le cas d'espèce. La grève est la mise en avant de revendications face à des mesures qui sont envisagées souvent par rapport du fait de la situation budgétaire. Donc ce qui est certain, c'est que dans la recherche de solutions qui doit être trouvée après, la solution ne peut absolument pas faire abstraction du contexte budgétaire. Et donc les réponses qui sont amenées à être trouvées sont des réponses qui doivent forcément être durables. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question des aides aux entreprises. Les aides aux entreprises, en tout cas les allègements de charges, s'ils n'avaient pas existé, eh bien c'est un grand nombre d'emplois qui auraient été détruits, qui n'auraient justement pas été sauvés du fait de l'existence. Donc on peut voir aussi le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et considérer qu'un certain nombre d'aides par elles-mêmes, par leur existence, font que des emplois ne sont pas détruits. Alors qu'il faille ensuite vérifier la bonne adéquation, le bon calibrage d'un certain nombre d'aides, ça va de soi. Et je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Mais il faut distinguer deux choses. D'abord, vous avez des aides qui, par elles-mêmes, sont déjà conditionnées à une certaine condition. Crédit impôt recherche, par exemple, vous avez des conditions qui existent. Les aides à l'apprentissage sont conditionnées au fait de recruter un apprenti. Et puis, vous avez des aides plus générales, et ces aides plus générales, elles ont permis de sauver des emplois. On voit bien d'ailleurs, avec précisément le débat en ce moment sur le reparamétrage des allègements bas salaires, tout ce qui est mis en avant sur les craintes que ça détruise des emplois. Les craintes en partie fondées, effectivement, que ça détruise des emplois. Donc il faut trouver un bon équilibre là-dessus. Mais ce qui est certain par rapport aux grèves, c'est qu'effectivement, on ne s'en sortira pas avec des réponses qui, malheureusement, feraient abstraction de la situation budgétaire. Gaëlle Martinez, rapidement, sur ce rapport entre le fait de faire grève et l'urgence budgétaire. Alors, écoutez, vous dites, monsieur dit qu'il y a un certain nombre de conditions. On voit bien que la plupart des aides publiques et syndicalement à Solidaire, on le demandait, on l'exigeait depuis très longtemps, cette conditionnalité systématique des aides publiques aux entreprises. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui peuvent être particulièrement étranges. Quand on voit Michelin qui a plus de 2 milliards de bénéfices nets en 2023 et qui a distribué énormément de dividendes et qui aujourd'hui ferme plusieurs usines et on se retrouve avec plus de 2000 suppressions d'emplois. Cherchons l'erreur. Et après, on nous dit c'est à nous d'être responsables, salariés, travailleurs et travailleuses, et de prendre sur nous parce que budgétairement, ça ne va pas. Alors non, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. Allez, une dernière question, c'est vrai. Voilà, cette question de Josépha, qui est plutôt sur l'esprit de ce qui se passe en ce moment. Ne pensez-vous pas que nos dirigeants veulent simplement privatiser tous nos services publics, à l'exemple de l'hôpital qui est remplacé par le privé, où les dépassements d'honoraires sont terribles pour les citoyens? Navi Mariali, peut-être? Alors, je ne pourrais pas parler de l'hôpital, je peux parler de ferroviaire. Du transport, oui. Disons que il y a eu des lois qui ont été votées au niveau du Parlement européen. Ça s'est fait en 2007, par exemple, le 4e paquet ferroviaire. Je vous prononce ce mot, je suis quasiment sûre que plusieurs parmi vous n'ont jamais entendu parler du 4e paquet ferroviaire. Ça a été un débat d'experts, ça a été un effet de mode, et on a dit qu'on va tout refaire, on va découdre le transport ferroviaire dans tous les pays de l'Europe pour améliorer la qualité de service, pour améliorer l'interopérabilité et pour combattre les monopoles publics. On a surtout combattu le public et pas les monopoles parce qu'on voit bien que le marché aime bien aussi se mettre en monopole.
Ce que je veux dire, c'est que ce sont des débats qui n'ont pas eu le dialogue social et on n'a pas vu les impacts terrain de toutes ces lois-là. Et maintenant, le dialogue social doit rattraper le retard et toutes les discussions qui n'ont pas eu lieu. Merci beaucoup tous les quatre d'avoir été avec moi, Marielle. Merci Franck Morel. Merci beaucoup Gaëlle Martinez d'avoir été avec moi sur ce plateau de France Info. Merci beaucoup Séverine Larouille d'avoir relayé les nombreuses questions de nos téléspectateurs et les avoir transmis à nos invités en plateau. Merci à vous. Restez avec nous sur France Info. On parle de l'actualité à l'étranger avec le JT Monde. Vous connaissez la suite. Juste après, c'est le 18-20. Et ensuite, l'heure américaine, ce sera à 22h ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur France Info.